Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème Gérald Darmanin aujourd'hui en France ? Moi, j'ai l'impression que Darmanin, il nous fait du sous Sarkozy, quoi. Je dirais, c'est le Darmanin de la République. On a l'impression qu'il est sur un ring avec ses petits bras musclés et qu'il veut dire, regardez, je vais taper. Or, il est ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que dans un temps de tension comme le nôtre, dans un temps de division et disons-le, dans un temps de violence, en tant que ministre de l'Intérieur, il devrait avoir en permanence à l'esprit, non pas de jeter de l'huile sur le feu, mais de se demander comment on retrouve de l'apaisement, comment on renoue avec l'ordre public. Et ça semble pas être la première de ses intentions. Quand je vois le titre, excusez-moi, sur le terrorisme intellectuel, ça me choque, moi. Je trouve que c'est un usage bien léger du mot terrorisme quand on sait ce que le terrorisme a pu produire de violence, de souffrance, de sang versé dans ce pays. Et je pense que c'est pas des mots qu'on doit utiliser comme ça à la légère pour le plaisir de faire la une du journal du dimanche. Mon souci en permanence avec la police, c'est pas la matraque. C'est le bras qui tient la matraque. Donc Gérald Darmanin. C'est le pouvoir politique qui décide d'agir de cette manière-là. Vous savez, moi je rencontrais des syndicats de police juste après la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils me disaient ? Nous avons une crise politique, sociale, qui réclame une réponse politique, sociale, et on y apporte une réponse policière. Aujourd'hui, de la même manière, on a une crise politique, sociale, et à la place d'y apporter une réponse politique et sociale, on y apporte une réponse policière. Arrive-t-il à Jean-Luc Mélenchon de trop focaliser sur les violences policières ? Je vous dis que à la place, je veux dire, il y a des violences qui sont absolument inacceptables. Quand on voit des policiers qui roulent en moto sur des manifestants, quand on les voit qui tiennent des propos, il y a des abus sexuels sur des jeunes femmes, il y a tout ça qui se passe, donc ça mérite d'être pointé. Mais ça, au-delà de ça, je pense que la question est la question du bras qui tient la matraque, et non pas de la matraque elle-même. Je viens avec une proposition. Au 19e siècle, la France a connu des séries d'insurrections. Il y a eu 1815, il y a eu 1830, 1834, 1871. Bon, comment on a réglé ces insurrections populaires ? On a réglé ça en installant le suffrage universel, qui a été un outil dans la boîte à outils démocratique et qui a permis d'apaiser le pays en disant voilà, c'est comme ça qu'on va trancher les problèmes. Je vous le dis, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ajouter des nouveaux outils démocratiques pour que les Français ils se sentent reconnus dans notre République. Mais je réclame un 49.3 citoyen. Je pense que le gouvernement et le président, ils ont leur 49.3 qui sortent quand ils veulent. Eh ben, il doit y avoir la possibilité pour les citoyens d'user d'un 49.3 qui est qu'à partir du moment où on a 10% du cœur électoral qui dit on veut pas de cette loi, eh ben, il y a la possibilité d'avoir un référendum et qui viennent dire on en veut ou on n'en veut pas. Mais il faut le RIP, ça sera ça. Non, parce que le RIP, il faut que les sénateurs et les députés ils l'initient et il faut qu'ensuite ça passe par les voix du président de la République. Vous voyez ? Donc ça fait beaucoup de conditions. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, face au 49.3 du président du gouvernement, il faut répondre par un 49.3 citoyen. On ne sortira de cette crise qu'en ajoutant des outils et en s'en sortant par le haut et non pas par le bas. Bonsoir François Ruffin, vous êtes député insoumis de la Somme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Est-ce que la guerre des gauches est déclarée, ouverte, déclenchée ? Non, je pense pas qu'il y ait la guerre des gauches. D'abord, je veux dire bon courage à Bénédicte Taurine, qui a été ma collègue à la Commission des affaires économiques pendant 5 ans, qui n'a pas démérité et qui va sans doute aller retravailler comme prof de collège, qui nous change des macronistes qui, eux, sont réintégrés ou intégrés, propulsés dans le CAC 40. Un petit coup de polémique. Eh ben oui. Ce qu'a donné à voir quand même l'élection en Ariège, c'est d'abord l'effondrement des macronistes. Moi, je ne parie pas sur un effondrement des macronistes dans le pays, mais je pense que je parie plus sur un effritement dans la durée. Mais là, ce qui a été donné à voir, c'est un gros effondrement. Ils ont perdu 10 points, ce qui est énorme, et avec un effet de vase communicant sur une candidate auto-étiquetée de centre-gauche, avec des appels officiels de Renaissance, d'Olivier Dussopt, des compagnies. Militante socialiste, elle vient de la gauche. Oui, mais socialiste. Il se trouve, je ne conteste pas le fait qu'elle maintenant elle est hors NUPES. Le groupe socialiste à l'Assemblée nationale est Parti socialiste NUPES, c'est son intitulé. Elle est élue contre une députée sortante NUPES. Je doute qu'elle intègre ce groupe-là, quoi. C'est possible. On peut toujours Maintenant, vous savez, c'est pas ça qui me passionne le plus. D'accord, mais j'ai quand même une dernière question et puis on passe à autre chose. On peut toujours dire, comme l'ont fait beaucoup chez vous, que Martine Froger a été élue grâce à la droite. Est-ce que ce sont les seules conclusions à tirer de cette élection, ou on peut dire aussi que peut-être trop de radicalité finit par agacer chez certains à gauche? Moi, je pense qu'il faut... c'est quand même la vraie conclusion qui en tirait, c'est l'effondrement des macronistes et c'était ce vase communicant, cet appel officiel à aller voter pour... C'est tout. Cette candidate. Il n'y a rien d'autre à en tirer. Moi, vous savez, vous connaissez...
je suis apte à un certain regard critique. Je pense qu'un effort de lucidité, c'est ce qui nous aide à nous améliorer dans la durée. Je pense qu'il y a des conclusions à en tirer. Premièrement, sur comment on fait pour exister dans des terres, dans les France périphériques, dans les France rurales, ne pas effrayer, ne pas être un épouvantail pour le deuxième tour quand on doit rassembler large. Ce qu'est parfois LFI aujourd'hui. Il est évident que ça peut arriver. Et donc, il faut travailler. À cause de quoi ? Il faut travailler à rassembler, à apparaître comme étant un facteur d'union dans le pays. Vous dites parfois que dans certains territoires, on peut effrayer. Qu'est-ce qui effraie chez LFI dans ces territoires-là ? Ça dépend. Le rapport à un certain nombre de pratiques sociales, comme la chasse, comme la police, comme il peut y avoir un certain nombre d'interrogations comme ça, qui font que c'est mal compris. Et donc, il faut travailler sur ces questions-là, par exemple, mais aussi, il faut travailler à apporter des réponses pour ces territoires-là. Travailler à apporter des réponses sur l'accès aux soins, les déserts médicaux. Il faut que les gens sentent qu'on leur parle à eux. Donc, ce qui est réclame et travailler. Vous savez, j'ai déjà raconté ça dans mon bouquin qui était paru l'année dernière, qui s'appelle « Je vous écris du front de la Somme ». Donc, je pense qu'il y a progressé pour un jeune mouvement politique comme la France Insoumise, pour un jeune collectif comme la NUPES, il y a à progresser pour être meilleur sur des terres comme l'Ariège, où on avait 2 députés il y a 5 ans, où il nous en reste 0. Bah oui, ça doit être un point d'interrogation. Alors, vous dites que la NUPES doit progresser. Il y en a un qui trouve qu'elle est dépassée. C'est Fabien Roussel, qui, dans l'Express à paraître cette semaine, dit « La NUP est dépassée, il faut rassembler bien au-delà ». Ce qui est exactement ce que vous venez de dire. Il faut rassembler bien au-delà. Et dans l'interview, on lui demande jusqu'à éventuellement Bernard Cazeneuve. Il dit oui, pourquoi pas jusqu'à Bernard Cazeneuve s'il accepte de revenir sur un certain nombre de choses. La NUP est dépassée, dit Fabien Roussel. Il faut aller au-delà. Non, mais moi, je dis, il faut aller au-delà chez les électeurs. Hein, d'accord ? Bon, franchement, je vous assure que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va répondre aux Français sur l'inflation. Quand ils voient la viande augmenter de 33% en un an, qu'est-ce qui se passe dans leur porte-monnaie ? Moi, comment ça se fait que dans le cœur de ma circonscription à Flix-Secours, je me retrouve avec des queues à l'inauguration du Secours populaire ? Voilà, c'est les questions auxquelles je pense qu'il faut répondre pour les Français. D'accord. Maintenant, je veux bien pour y répondre vraiment, il va falloir que vous bâtissiez une alternative politique. C'est ça dont on parle. Oui, parce que vous serez le premier à me dire, tant que Macron sera au pouvoir, on n'y répondra pas. Et donc, demain, il faut gagner. Voilà. Donc, demain, il faut gagner. Moi, la question, c'est comment ? Je pense qu'il faut réunir. La NUP, c'est quand même le facteur de réunion et qui nous permet d'avoir un groupe important à l'Assemblée nationale. Et demain, il faut réunir encore plus large chez les électeurs. Il faut que les électeurs ils se disent, voilà. Donc ça veut dire dépasser la NUP ? Non, parce que vous savez... Ça veut dire quoi, réunir plus large ? Ça veut dire il faut que les électeurs d'Ariège, mais de la Somme, mais de la Creuse, puisqu'on a déjà une députée là-bas, ils se sentent encore plus amplement représentés par nous. Mais ça suppose pas d'aller chercher Bernard Cazeneuve. Il faut quand même faire un bilan très court, quoi. Le bilan de Hollande, c'est ça qui nous a conduit là. Je veux dire, faire le crédit impôt compétitivité emploi, donner 20 milliards d'euros par an aux entreprises sans contrepartie, faire la loi travail qui conduit aux ordonnances Macron, porter Macron sur le siège en l'amenant à Bercy, puis finalement à l'Élysée, c'est quand même ça, ce chemin qui a été un chemin mortifère pour la gauche. Il ne faut pas l'oublier. Si la gauche en est là, je ne suis pas du tout d'accord pour qu'on dise que c'est de la faute de la France insoumise. Si la gauche en est là, c'est parce que François Hollande, avec Macron à Bercy, avec un certain nombre d'autres de ses amis, ont conduit la gauche dans une impasse. Bon, il s'agit de sortir de cette impasse. Mais il faut plus largement sortir d'une impasse qui est ce que Lionel Jospin énonçait en 1982. Il disait à l'époque, nous ouvrons une parenthèse libérale. La grande question qu'on a devant nous, c'est comment on sort de cette parenthèse. Comment on fait pour... Vous voyez, je vous disais l'inflation. Comment il y a une réponse qui vient à la tête de tous les Français. Comment on la met en œuvre ? Indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les salaires... Quand les prix augmentent, les salaires augmentent aussi. Quand les prix augmentent dans les supermarchés, dans les loyers, dans tout ça, quand ça augmente de 6%, on a une augmentation automatique des salaires de 6%. C'est quelque chose qui a existé jusqu'en 1982. Et vous savez, moi je suis pour la gauche de la décence et pour la gauche du bon sens. Ça veut dire quoi ? Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. De leur travail présent, c'est le salaire. De leur travail passé, c'est la retraite. Et je pense qu'il y a un certain nombre de propositions qu'on a dans notre panier et qui... font, au fond, consensus dans le pays. Là-dessus, vous allez avoir 80% des Français qui disent oui à l'indexation des salaires sur l'inflation. Quand on voit que le CAC 40 aligne aujourd'hui 150 milliards d'euros de profit, que c'est du jamais vu, jamais connu, au terme de 2 crises, crise du Covid, guerre en Ukraine, et que c'est là-dessus qu'il profite, une taxe là-dessus sur les dividendes, une taxe sur ces très grands profits, pour 80% des Français, ça relève de l'évidence qu'on doit un peu rééquilibrer ce qui se passe dans le pays. Donc je pense que nous avons
dans nos cartons des propositions qui font consensus dans le pays. C'est là-dessus qu'on doit avancer de manière centrale. Les partis de gauche ont décliné l'invitation d'Elisabeth Borne de se rendre à Matignon, mais la Première ministre a reçu les responsables politiques de la majorité et à la sortie a déclaré ceci. Alors nous avons des points de désaccord, mais ce que je note, et j'ai eu beaucoup d'échanges ce week-end, c'est que les forces politiques, la plupart des forces politiques dans notre pays, partagent mon souhait d'apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Donc j'ai pas de doute qu'on pourra bâtir ensemble un agenda pour apporter des réponses aux Français. Alors elle n'a pas de doute sur le fait que vous pourrez bâtir ensemble un agenda pour aider les Français. Vous non plus, vous n'avez pas de doute ou vous en avez des doutes? Je pense qu'à la place d'aller chercher des petits arrangements et du bricolage avec les partis à Matignon, où on ne sait pas si Mme Borne est en train de préparer ou pas ses cartons, mais la question, c'est pas ces petits arrangements. C'est comment elle se réconcilie, comment le pouvoir se réconcilie avec un pays qui le déchire. Dans quelle situation on se trouve? Comment elle fait, puisqu'ils n'abandonneront pas la réforme des retraites, vous le savez, comment on sort de cette situation? Il le faut. Il le faut pour l'unité de la nation. Il le faut quand 2 Français sur 3 disent dans la durée « nous ne voulons pas rallonger l'âge de la retraite », quand c'est 4 salariés sur 5 qui sont quand même les premiers concernés, quand c'est tous les syndicats unis qui viennent dire il non. le faut, mais vous savez bien que ça n'arrivera pas. C'est à elle que vous devriez avoir à ma place et on lui demander mais vous inquiétez pas, quand j'ai un ministre, je lui demande. Que je ne peux pas me résigner. Jeudi, il y aura une manifestation. Il y aura encore sans doute plusieurs millions de Français qui seront dans la rue, comme depuis le début de ce mouvement, qui viendront dire non, on ne veut pas. Si j'avais un ministre, je lui demanderais, il dirait c'est derrière nous, il le faut parce qu'il faut sauver le régime par répartition. Vous connaissez l'argumentation par cœur. Il serait tout aussi droit dans ses bottes que vous l'êtes pour dire il faut abandonner cette réforme. Voilà, c'est deux trains parallèles. Je vous dis comment on en sort? Je vous dis pas forcément abandon. Je vous dis qu'il faut repasser par le peuple. D'accord? Vous dites pas forcément abandon, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire suspension, comme Laurent Berger? Tout ça me convient, oui. Retrait, pause, suspension, tout ça me convient. Bon, mais il y a l'option référendum. Ben oui. RIP. Et même référendum tout court, puisque le peuple n'est pas d'accord, qu'on a une vraie division entre le peuple et ses dirigeants politiques, eh ben, il faut en repasser par le peuple pour trancher. Et il devrait y avoir un référendum. Si le Conseil constitutionnel dit ça doit passer par un référendum d'initiative partagée, 14 avril. Un référendum d'initiative partagée. Mais là, il faut comprendre qu'on a une vraie crise sociale. Moi, je l'ai vu, dès ma campagne, j'avais énoncé, il y a 6 mois, M. Bornstein, vous le savez très bien, j'avais dit faire cette réforme des retraites aujourd'hui est une folie. C'est une folie. Dans un moment où les Français sont déprimés, ulcérés par 2 années de crise Covid, que derrière, il y a les factures qui explosent, on le voit les prix dans les supermarchés, que les salaires ne suivent pas, qu'on se demande comment on va payer ces factures d'énergie, et derrière, on nous dit des travailleurs à qui on avait promis reconnaissance dans le cœur de la crise Covid, aux premières lignes, aux deuxièmes lignes, on avait dit qu'il y aurait pour eux reconnaissance et rémunération. À la fin, c'est l'inflation qui vient rogner leur petit salaire, et en plus, c'est 2 ans de plus sur les retraites. Ça contribue à dégoûter du travail, premièrement, et ça contribue à une vraie crise démocratique dans le pays. Quand même, M. Macron est réélu dans une situation de très grande fragilité politique. Derrière, dans les législatives, c'est une fragilité redoublée. Dans un coin comme le mien, il n'arrive pas à envoyer ses candidats au 2e tour. Et cette grande fragilité qu'on voit à l'Assemblée, où il n'ose même pas faire voter sur cette réforme des retraites, il la comble comment? Il la comble non pas par de la pondération, non pas par de la sagesse, non pas par de l'apaisement, non pas en se demandant comment on va réparer le pays, mais par de la brutalité. Eh bien, ça passe pas. D'accord, ça passe pas, mais il reste qu'il ne retirera pas sa loi et qu'il va bien falloir passer à autre chose à un moment. Je vous dis pas que c'est... Voilà, mais je constate, et vous êtes un observateur avisé, et vous savez comme moi qu'il ne le fera pas. Eh bien, en tout cas, le moment n'est pas venu de dire, bon, bah, c'est fini, on passe à autre chose. Parce que jeudi, il y aura encore des millions de personnes dans la rue, et il y a des millions de personnes dans la rue qui ont comme conscience qu'on les grève sur leur salaire au présent, c'est l'inflation. Et il n'y a aucune réponse apportée par le gouvernement sur la question de l'inflation. Et on les grève. En plus, on leur dit, vous allez devoir avoir 2 années de plus au bout. Et 2 ans ferme, comme disent vos camarades. Et vous savez très bien qui vont être le plus touchés quand on dit de passage à 64 ans. Ce sont les métiers difficiles. Quand même, on devrait prendre comme un signe que chez moi, à Abbeville, ce sont des artisans qui bloquent le rond-point. Quand ce sont des artisans, quand même, ils me disent c'est pas notre truc, c'est pas dans nos habitudes. Quand ce sont eux qui sont là,
il doit y avoir... Vous savez, on a un pouvoir qui est complètement hors sol, qui est déconnecté. J'ai compris. Vous avez compris, mais j'espère que Madame Borne a compris. J'espère que Monsieur Macron a compris. J'en jurerai pas. Je voudrais qu'on avance. Je l'espère dans un souhait réel, et moi je viens pour ça, de réparation et d'apaisement du pays. Mais si on veut apaiser, réparer le pays, il faut s'en donner les moyens. Vous avez employé des termes, la pause, qui ressemblait plus à ce que dit la CFDT que ce que dit la CGT, l'élection de Sophie Binet à la tête de la CGT. Est-ce que ça peut être l'occasion pour les Insoumis de renouer avec la CGT? Parce que là, franchement, ça va très mal entre les Insoumis et la CGT. Personnellement, j'ai toujours maintenu un dialogue avec la CGT à tous ses échelons. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe chez moi. Sophie Binet, vous la connaissez? Je la connais, oui. Il y a un dialogue qui est évidemment possible, comme pour moi, il est possible avec tous les militants de la CGT. Ça va de soi que quand on veut transformer le pays en matière de justice sociale, fiscale, environnementale, on doit pouvoir travailler avec ce grand syndicat qui est la CGT. Ce que n'a pas réussi à faire Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est possible de travailler main dans la main, peut-être pas, parce qu'il y a des différences qui sont syndicales et politiques. Mais c'est possible de travailler. Travailler dans le dialogue, mais il faut travailler dans le dialogue avec la CGT, il faut travailler dans le dialogue avec l'UNSA, il faut travailler dans le dialogue avec la CFDT, et je dirais, il faut travailler dans le dialogue avec toutes les forces sociales, économiques qui sont présentes dans ce pays. Bien. Gérald Darmanin s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. C'était dans le journal du dimanche. On va voir successivement la une, je pense, puis un verbatim de ce qu'il a dit. Monsieur Mélenchon est passé de pompier. Voilà, d'abord, je refuse de céder au terrorisme intellectuel. Ce qu'on ne voit pas, c'est de l'extrême gauche. Monsieur Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites des Versailles sur les policiers. Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème, Gérald Darmanin, aujourd'hui en France ? Moi, j'ai l'impression que Darmanin, il nous fait du sous Sarkozy, quoi. Je dirais c'est le Darmanin de la République. On a l'impression qu'il est sur un ring avec ses petits bras musclés et qu'il veut dire « Regardez, je vais taper ». Or, il est ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que dans un temps de tension comme le nôtre, dans un temps de division et disons-le, dans un temps de violence, en tant que ministre de l'Intérieur, il devrait avoir en permanence à l'esprit, non pas de jeter de l'huile sur le feu, mais de se demander comment on retrouve de l'apaisement, comment on renoue avec l'ordre public. Et ça semble pas être la première de ses intentions. Quand je vois le titre, excusez-moi, sur le terrorisme intellectuel, ça me choque, moi. Je trouve que c'est un usage bien léger du mot terrorisme quand on sait ce que le terrorisme peut produire de violence, de souffrance, de sang versé dans ce pays. Et je pense que ce n'est pas des mots qu'on doit utiliser comme ça à la légère pour le plaisir de faire la une du journal du dimanche. Mais à l'inverse, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a raison de faire de la police l'adversaire à dénoncer? Tout à l'heure, quand vous parliez de l'Ariège, vous disiez, voilà, peut-être il faut un peu changer de discours, et vous avez dit, y compris sur la police. Vous l'avez dit. Est-ce que, parfois, il se trompe d'adversaire? Mon souci en permanence avec la police, c'est pas la matraque. C'est le bras qui tient la matraque. Donc Gérald Darmanin. C'est le pouvoir politique qui décide d'agir de cette manière-là. Vous savez, moi, je rencontrais des syndicats de police juste après la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, les Gilets jaunes, c'est une crise sociale, politique. C'est pas la question que je vous ai posée. Mais c'est la question... En tout cas, je vous réponds. La situation dans laquelle on se trouve, me disaient les syndicats de police, c'est quand même des syndicats de police eux-mêmes. Moi, je les écoute, qui me disent, nous avons une crise politique, sociale, qui réclame une réponse politique, sociale, et on y apporte une réponse policière. Aujourd'hui, de la même manière, on a une crise politique, sociale, et à la place d'y apporter une réponse politique et sociale, on y apporte une réponse policière. J'entends. Ça me semble... Monsieur Darmanin... Mais je sais pas, je vous repose ma question. Jean-Luc Mélenchon, vous avez vous-même dit... Vous avez vous-même dit, des fois, on n'a pas les bons mots vis-à-vis de la police. Arrive-t-il à Jean-Luc Mélenchon de trop focalisé sur les violences policières? Je vous dis qu'à la place, je veux dire, il y a des violences qui sont absolument inacceptables. Quand on voit des policiers qui roulent en moto sur des manifestants, quand on les voit qui tiennent des propos, il y a des abus sexuels sur des jeunes femmes, il y a tout ça qui se passe, donc ça mérite d'être pointé. Mais ça, au-delà de ça, je pense que la question est la question du bras qui tient la matraque, et non pas de la matraque elle-même. Remarque que vous ne voulez pas répondre. Je viens avec une proposition. Au XIXe siècle, la France a connu des séries d'insurrections. Il y a eu 1815, il y a eu 1830, 1834, 1871. Bon, comment on a réglé ces insurrections populaires? On a réglé ça en installant
le suffrage universel, qui a été un outil dans la boîte à outils démocratique et qui a permis d'apaiser le pays en disant voilà, c'est comme ça qu'on va trancher les problèmes. Aujourd'hui, il nous faut, dans la boîte à outils démocratique, Quand vous avez décidé de ne pas répondre et de faire votre réponse, vous êtes excellent. Bon, c'est normal. Hein. Non, mais je viens avec une proposition, Monsieur Bornstein, avec une proposition qui est de comment on s'en sort par le haut. C'est la question. Moi, je veux bien qu'on joue à Mélenchon contre Darmanin pendant toute la soirée. Est-ce que c'est ça qui va grandir le pays ? Est-ce que c'est ça qui va grandir le pays ? Je vous le dis, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ajouter des nouveaux outils démocratiques pour que les Français ils se sentent reconnus dans notre République. Mais vous, alors, deux questions. Donc, est-ce que je réclame, allez-y. Je réclame un 49.3 citoyen. Je pense que le gouvernement et le président, ils ont leur 49.3 qui sortent quand ils veulent. Eh bien, il doit y avoir la possibilité pour les citoyens d'user d'un 49.3 qui est qu'à partir du moment où on a 10% du corps électoral qui dit on ne veut pas de cette loi, eh bien, il y a la possibilité d'avoir un référendum et qui viennent dire on en veut ou on n'en veut pas. Mais il faut... Le RIP, ça sera ça. Non, parce que le RIP, il faut que les sénateurs et les députés, ils l'initient et il faut qu'ensuite ça passe par les voix du président de la République. Vous voyez ? Donc ça fait beaucoup de conditions. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, face au 49.3 du président du gouvernement, il faut répondre par un 49.3 citoyen. On ne sortira de cette crise qu'en ajoutant des outils et en s'en sortant par le haut et non pas par le bas. Alors, voici votre proposition. Donc, je vais vous reposer des questions. Est-ce que, à l'inverse d'un certain nombre de responsables de gauche, vous dénoncez sans équivoque les violences des manifestants ? Moi, je condamne toute violence, qu'elle vienne des manifestants, qu'elle vienne de la police ou qu'elle vienne du gouvernement. Mais je tiens à voir le rapport de cause à effet. C'est-à-dire qu'on a eu des tas de manifestations qui se sont produites de manière calme, pacifique et ainsi de suite pendant des mois. Il n'y avait pas de problème. Et il y a eu le 49.3, c'est-à-dire une certaine violence du gouvernement qui conduit à des violences par derrière. Mais moi, je vous le dis, quand il y a des citoyens qui tapent sur d'autres citoyens, qu'ils aient un uniforme ou pas, je considère que c'est une blessure pour la République et il n'y a pas de quoi s'en flatter. Et vous dites violence policière, vous, pour Sainte-Soline ? Vous diriez le terme, il y a eu des violences policières ? Il est évident qu'il y a eu des violences policières à Sainte-Soline. Enfin, il est évident qu'il y a eu un... Mais encore une fois, moi, je ne regarde pas la matraque, je ne dis pas les policiers. Vous regardez le bras qui la commande. Je dis le choix du maintien de l'ordre qui est posé. C'est celui du gouvernement. De me dire, puisqu'on est dans la question de l'eau, comment on fait pour régler ces questions-là au niveau local ou au niveau national. Je promets que je vous poserai une question sur l'eau à la fin, si on a le temps. Comment on fait pour régler ces questions-là au niveau local ou au niveau national sans qu'on oppose une France à une autre France ? Oui, mais parfois, je vous redis... Alors là, c'est vous. Parfois, Jean-Luc Mélenchon le fait. C'est le premier à tout conflictualiser et à opposer une France à une autre. Il y a un conflit. Il y a un conflit sur l'usage de l'eau. La démocratie, c'est du conflit. C'est l'organisation des conflits. Oui. C'est le conflit verbalisé. Là où vous dites il faut réunir, lui souvent dit je veux conflictualiser. Moi, je dis, en tout cas, il faut trouver des chemins pour résoudre ces questions-là. Par exemple, là, un référendum local dans les Deux-Sèvres pour savoir si les gens ils veulent de ces méga-bassines ou s'ils n'en veulent pas. Il faut poser des voies de dépassement des contradictions qui se posent dans le pays. Des antagonismes. Justement, puisque vous voulez en parler, parlons-en maintenant. Le président de la République a présenté son plan sur l'eau avec la mise en place d'une tarification sociale. Est-ce que vous approuvez ? Oui, c'était dans le programme de la France Insoumise. Maintenant, j'en suis très déçu. Il n'y a pas de plan sur l'eau. C'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est devant nous. Ce qui est proposé par le président de la République, c'est de l'ordre du bitouillage, c'est du bricolage qui est posé. Et vous savez, déjà, il nous avait fait la promesse en 2019 qu'il y aurait moins 25% de consommation d'eau. Ça n'a pas été tenu. Là, il nous fait des promesses de pourcentage à nouveau, mais sans mettre les moyens en face. Quand il nous dit qu'avec 180 millions d'euros, ça va permettre de résoudre le fait qu'il y ait 1 litre sur 5 qui, dans les canalisations, partent en vrille, ça ne va pas du tout les résoudre. C'est en milliards d'euros que ça se chiffrerait. Et moi, dès l'automne dernier, et suite à déjà des événements à Sainte-Soline, j'avais dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour le maïs ? Il se trouve que, vous savez, dans notre pays, 1 litre sur 2 est consommé par l'agriculture, nous dit Le Monde, et 1 litre sur 2 dans l'agriculture est consommé par le maïs. Ça veut dire 1 litre sur 4 dans le pays. C'est gigantesque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on oriente l'agriculture autrement ? Comment l'État, le ministère, participe à cette réorientation ? Est-ce qu'il nous faut un plan sorgho ? Le sorgho qui est beaucoup moins consommateur d'eau. Alors, je ne suis pas chercheur à l'INRAE,
je ne vais pas poser les réponses ici. Mais normalement, c'est de ça dont il devrait être débattu dans notre pays. Moi, vous savez, quand je regarde le conflit sur les retraites, c'est ce que je regrette le plus. C'est que ça soit un immense gâchis pour le pays. Parce que c'est de ce plan haut qui est sorti du chapeau du président de la République qu'on aurait dû discuter entre consommateurs, agriculteurs, industrie, énergie. On devrait être autour de table et discuter de tout ça. Et à la place de ça, on enlise le pays. Ça pourrait être l'objet d'une convention citoyenne, puisque le président de la République a dit qu'il allait en rassembler... Il a des conventions citoyennes quand ça l'arrange. Rassembler d'autres. On va reparler politique, politicienne, si je puis dire. Pour la première fois, on va le voir, pour la première fois depuis longtemps, vous dépassez Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. C'est un sondage important, c'est celui sur les codes d'avenir. C'est-à-dire, on pose aux gens la question, est-ce que vous souhaitez que monsieur, en l'occurrence monsieur Ruffin, joue un rôle important dans l'avenir? Eh bien, figurez-vous qu'il y a plus de gens qui souhaitent que vous jouiez un rôle important que de gens qui souhaitent que Jean-Luc Mélenchon joue un rôle important. Est-ce que ça vous ouvre des perspectives? Moi, je ne l'avais pas vu, ce sondage, donc je vous remercie de me le mettre, c'est un plaisir. À ma disposition. Mais, j'ai du mal à vous croire. Mais... Non, je vous assure. Bon. Très bien. Moi, ce n'est pas ce qui me passionne dans la vie. Vous voyez, enfin, franchement. Mais moi, oui. Mais vous le savez, monsieur Banchard, ce n'est pas ce qui me passionne dans la vie. Vraiment, moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon pays. Voilà. Par exemple, d'être candidat à la présidence de la République. Je vous assure que ça ne se pose pas comme ça aujourd'hui. Il y a un moment, ça va se poser. On verra. On a le temps de voir, quoi. Mais moi, j'ai écrit à mon préfet, il y a déjà plusieurs semaines, pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec le niveau de l'eau dans la Somme. François Ruffin, est-ce que vous ne vous dites pas que vous êtes peut-être plus à même d'élargir l'électorat de gauche, appelez-le comme vous voulez, de gauche radicale, Non, je suis pas de gauche radicale, je suis de gauche tout court et depuis Voilà, toujours, de gauche tout court, vous avez dit que vous étiez social-démocrate, de gauche populaire, vous appelez ça. C'est ce qu'il a écrit. Vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que vous ne vous dites pas, quand vous voyez ce genre de choses, quand vous voyez l'audience que vous avez maintenant, que vous êtes plus à même de rassembler que lui? En tout cas, je fais tout pour. Je fais tout pour rassembler un pays qui me semble profondément fracturé et où, plein de fois, dans mon coin et ailleurs, j'essaye de dépasser les contradictions. Mais même, vous savez, au-delà de la gauche, il ne s'agit pas de se demander quelles sont les micro-divisions à l'intérieur de la gauche, qui est pour qui, ainsi de suite. Je veux dire, à un moment, c'est le pays tout entier qu'il va falloir embarquer. Quand on parle, par exemple, de l'eau, face au réchauffement climatique, il nous faut un pays uni. Il nous faut un pays uni face à ce grand défi-là, et avec les Français dans leur diversité. C'est ça. Pardon ? Donc là, j'entends l'installation d'une petite musique différente quand même. Vous pouvez entendre ce que vous voulez, mais moi, voilà. C'est mon métier. Je suis convaincu. Si vous voulez, mais moi, c'est pas le mien. Vous voyez, moi, le mien, c'est de me demander qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème de l'eau. Comment on va faire demain ? Attendez, regardez. On nous dit que si jamais on restaure 2 millions de passoires thermiques dans ce pays, on a 50% de carbone, d'émanation de carbone en moins sur le logement qui est le principal secteur. Donc normalement, là, le président de la République, Mabat de Borne et tout ça, à la place d'aller dans leur truc de boutiquier, il devrait se dire mais qu'est-ce que c'est le plan qu'on a pour qu'avec les artisans, les entreprises de tout le pays, on en finit avec ces passoires thermiques. Du coup, on importe moins de pétrole et on est moins dépendant de l'étranger. Je voudrais qu'on parle de fin de vie. Une dernière question politique. Si vous êtes le plus efficace pour battre Marine Le Pen et le candidat de Macron, vous irez ou pas ? Mais c'est pas la fin de vie, ça. Non. Ça, c'est facile de faire... Est-ce que vous irez si vous êtes le plus efficace ? On verra. Franchement, je vous assure que je vis pas dans cet univers-là, d'accord ? Je vis pas dans cet univers-là. Mais vous ne l'excluez pas. Non, mais je n'exclus rien, d'accord ? Mais je n'exclus rien, mais moi, je ne vis pas dans cet univers-là. Moi, je vis dans un univers où je me demande, les gens que j'ai reçus chez moi à ma permanence... Comment les aider ? Comment ils vont avoir des activités... Non, mais attendez, monsieur Banchheim, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Et là, je vais parler de fin de vie. Comment ils vont avoir des activités pour leurs enfants cet été? Comment leurs enfants vont pouvoir aller en vacances? Comment les cordons de la bourse ne vont pas se resserrer d'abord sur cette petite part de bonheur pour leurs enfants? Voilà ce qui me préoccupe. Vous avez déjà le métier pour faire une campagne. Question sur la fin de vie. Le président de la République a dit qu'il présenterait une loi où vraisemblablement on libéraliserait, il y aurait une aide active au suicide avec le fait de donner la mort uniquement quand la personne ne peut pas le faire. Est-ce que c'est une loi que vous pourriez voter ? J'ai toujours voté ce qui me paraissait bon pour mon pays, toujours. Et j'ai reçu, moi, des gens à ma permanence, des familles, des soignants, qui m'ont dit à la fois leur peine aujourd'hui face à la fin de vie, et aussi le besoin que ça soit très nettement encadré. Mais il ne faut pas que la loi vienne occulter un autre problème. L'absence de soins palliatifs. Les moyens. Voilà. Si on peut faire des belles lois, si derrière, il n'y a pas les moyens. En France, il y a 26 départements où il n'y a pas d'unité. 22. Soins palliatifs. Bon, alors, vous voyez, j'accepte votre fact-checking. Ça veut dire que je dois remettre à jour mes données. Mais il y a 22 départements où il n'y a pas de soins palliatifs. Est-ce que c'était mon dossier d'avant ? Alors, vous allez me corriger peut-être, mais on a 2,8 litres de soins palliatifs
pour 100 000 habitants. Il en faudrait le double. Donc on peut toujours améliorer la loi, mais si jamais derrière, il n'y a pas des moyens qui sont mis avec pour que la loi devienne réalité, moi je suis très attaché, au-delà des mots de la loi, à la réalité que je peux voir chez moi. Merci infiniment. On va être coupé par les informés de Jean-François Aquili. Merci à tous, bonne soirée.